On n'était pas très haut en altitude, mais tu avais l'impression d'être vraiment en haute montagne, à 4000 mètres d'altitude. C'était impressionnant. Le vide, il y a des passages. Je me disais, mais si tu glisses là, c'est terminé, tu t'en sortiras pas. Tu pouvais évoluer des fois sur des portions de 2 heures, 2-3 heures, sans jamais voir personne. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que je prenais énormément de risques. Que là, on n'était plus dans une course où tu es dans un dépassement en termes de performance, mais tu es plus dans une prise de risque, un danger pour ta vie, simplement, quoi. Plus de lumière, plus de montre, plus de téléphone. J'étais seule au monde, dans un environnement, je ne savais pas du tout où j'étais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour ce deuxième épisode, je vous propose d'embarquer en compagnie de la formidable Sissi Cusso pour partir à la découverte de la Patagonie à l'occasion de l'Ultrafjord. Un ultra sur le papier à la pleine mesure de Sissi, dans un cadre qui s'annonce idyllique. Mais vous le découvrirez dans cet épisode, cet ultra a été loin d'être un long fleuve tranquille pour elle. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Hello Sylvaine, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique. Salut Guillaume, merci à vous de me recevoir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Sylvaine Cusso, j'ai 38 ans depuis tout juste quelques jours. Bon J'ai fêté anniversaire. mon anniversaire en confinement, merci. J'habite dans le Gard à Uzès, plus particulièrement. Je suis mancelle, puisque je suis née au Mans, en Sarthe, où j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait un passage sur Angers, où j'ai fait une classe préparatoire pour intégrer ensuite une école de commerce à Toulouse. Voilà, et j'ai passé quasiment 10 ans de ma vie sur Toulouse. Voilà, la ville rose, une partie de ma vie que j'ai beaucoup appréciée. Avec un premier job en ressources humaines, j'étais responsable recrutement dans une société d'ingénierie informatique pendant 7 ans. Une société qui s'appelle CELAD. Voilà, je faisais principalement du recrutement d'informaticiens. Et puis, j'ai changé complètement de job. En fait, j'ai fait un virage professionnel, un virage personnel aussi, puisque j'ai aussi déménagé et je suis arrivée dans le Gard à Uzès en changeant de travail et j'ai intégré la société iRun. Donc Donc, vous qui êtes fait de la... rapproché de ta passion pour le running et pour le trail ? Alors, la raison première, c'est un rapprochement de conjoint, enfin, de mon compagnon, parce qu'à l'époque, on n'est pas mariés d'ailleurs, toujours pas, mais en tout cas, voilà, c'était l'envie de me rapprocher de lui et puis de sa petite famille, puisqu'il a 2 enfants. Et en fait, tout a concordé. C'est à ce moment-là que j'ai aussi décidé de me mettre au trail running. Le terrain s'y prêtait beaucoup plus ici, parce que Toulouse, j'habitais en centre-ville, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour pratiquer le trail running. Alors que ici, dans le Gard, voilà, j'ai 2 kilomètres à faire et je suis vraiment en pleine nature avec des cailloux et tout. Donc voilà, tout a à peu près coïncidé. Après, j'ai toujours fait de la course à pied, mais c'est vrai Tu que faisais de le l'athlé trail, quand je tu me étais jeune, suis... c'est ça? Tu as Ouais, commencé par c'est l'athlé et puis tu ça. as passé à la course sur route ensuite, c'est ça? Jusqu'à arriver au trail plus tardivement. Exactement, ouais. J'ai toujours couru. J'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. J'ai pris une première licence d'athlétisme à l'âge de 10 ans. Et puis, en fait, j'ai jamais arrêté. Après, j'ai été piquée par le virus. Et aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. J'ai besoin du sport et de la course à pied pour mon équilibre. Et c'est vrai que j'ai commencé par la découverte d'un peu toutes les disciplines de l'athlétisme, la piste, tout ce qui est autour de la piste, bien sûr, tout ce qui est saut, lancer, tout ce qu'on fait quand on est jeune. Les crosses, j'ai beaucoup aimé les crosses jeune et puis même plus tard, quand j'étais à Balma au club de Toulouse, c'est vrai que c'était vraiment des bons moments passés sur les terrains de cross avec les copines. Et puis de la route, oui, c'est vrai que j'ai fait un peu toute distance sur route, du 10 km en allant jusqu'au marathon, en passant par le semi, et puis voilà, des courses en relais un peu ludiques, équidènes. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une pratique qui était vraiment orientée sur le plaisir avant tout, le partage, avec quelques compétitions, parce que ça faisait vibrer aussi, et puis ça donne aussi des objectifs, mais moins de recherche de performance et un entraînement un peu plus à l'envie, quoi. D'accord. Et sur le trail, tu as un format de prédilection ou est-ce que justement tu as envie de varier les plaisirs et les distances pour pimenter un peu tes saisons et leur donner du relief?
Alors, c'est vrai que j'aime bien. Alors, je me suis essayée sur un petit peu toutes les distances. J'ai essayé de prendre mon temps dans l'apprentissage de la discipline. C'est vrai que c'est ce que je recommande beaucoup aussi aux gens qui débutent. Je suis pas allée directement sur des épreuves de 50, 60 km. J'ai commencé par des distances de 20, 30, parce que voilà, quand on passe du plat au dénivelé, c'est un autre effort. Donc, je pense que c'est important de laisser le temps à son corps d'appréhender l'effort et la discipline. Mais c'est vrai qu'en augmentant la distance, je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus à l'aise en fait sur des distances de 50, 60, voire 80 km, tout simplement parce que je suis pas une rapide. Par contre, j'arrive à garder des bonnes allures sur du long, quoi. J'ai pas forcément de grosses baisses de régime qui fait que voilà, j'arrive à tirer mon épingle du jeu sur ce genre de distance. Mais j'apprécie quand même revenir sur du 30 km, sur certaines compétitions. C'est vrai que on peut pas dire que j'ai vraiment de distance de prédilection, mais c'est vrai que je m'en sors un petit peu mieux sur le long parce que du fait que je suis pas très rapide, quoi. Et tu t'interdis pas de retourner sur des 170 km ou des formats type UTMB ou Mont Fuji, je pense que c'était sensiblement les mêmes distances. C'est des formats qui t'appellent aussi ou c'est presque trop long? Non, tout à fait. C'est vrai que je me suis essayée sur de l'ultra ces 2 dernières années. En 2018, j'ai participé au Mute, puis à la TDS, qui sont déjà des belles épreuves de 120 km. J'ai beaucoup aimé, donc ça m'a donné l'envie l'année dernière, en 2019, de me lancer sur le 100 miles. Le 100 miles, c'est quand même la distance un peu mythique du trailer, et même si c'est pas une fin en soi, on a tous envie de s'y essayer parce que l'inconnu, ça fait toujours, ça attire, et voilà, on a envie de voir comment on vit les choses. Donc, je me suis lancée l'an dernier sur l'Ultra Trail du Mont Fuji en avril et l'UTMB en août, 2 courses que j'ai terminées. Et ça a été difficile. De toute façon, je pense qu'un 100 miles, on peut difficilement terminer en disant j'ai pas eu de douleur, j'ai pas souffert. On est forcément dans des passages douloureux de temps en temps. Mais globalement, c'était des belles expériences. Effectivement, ça m'a donné envie de renouveler sur cette discipline. Après, je suis quand même prudente sur les enchaînements de ce genre de distance, tout simplement parce que le corps, c'est brutal et douloureux pour le corps, et je pense que les enchaîner, c'est pas forcément très bon. Donc, j'avais prévu cette année d'aller sur la Diagonale des Fous, parce que c'est aussi une épreuve qui me fait envie. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont conseillé d'y aller pour l'ambiance, parce que c'est quelque chose à part. Donc pareil, c'est une épreuve que j'ai envie de vivre une fois dans ma vie de traileuse. Après, j'ai envie d'y aller aussi préparée pour donner le meilleur de moi-même. Donc si j'arrive à me préparer, parce que là c'est vrai que les circonstances sont un petit peu particulières, mais si j'ai les moyens de me préparer pour cette année, il est fort possible que je m'y essaye en octobre. Jolie perspective, effectivement. Et Ouais. petite séance d'autodiagnostic, c'est quoi selon toi tes principaux atouts dans ta pratique à haut niveau de ce sport? Et à contrario, peut-être les zones sur lesquelles toi tu as l'impression que tu as besoin de consacrer un peu plus de travail? Alors, peut-être que mes points forts, c'est mon cerveau, ma tête, mon mental. Il est très, très rare que j'abandonne une course, hein. J'en ai abandonné très peu dans toute ma vie. Les rares courses que j'ai abandonnées, c'est parce que j'ai terminé à l'hôpital, parce que je me suis cassé un pouce, je me suis ouvert le menton, je me suis tordu une cheville, et je pouvais plus marcher. Donc voilà, il y a vraiment des cas particuliers où j'ai pas eu le choix d'abandonner. Mais c'est vrai que tant que je tiens debout, je me dis je me suis lancé le défi d'aller jusqu'à l'arrivée. Donc c'est vrai que je suis un peu têtue, c'est un peu peut-être mon caractère de taureau qui parle, et c'est vrai que le fait que je m'accroche et que je lâche rien comme ça, je pense que ça m'aide sur les ultras. Parfois au Et on détriment s'en de ta rend. santé ou pas? Est-ce que ça peut être déraisonnable par moment, cette Alors, abnégation, cette détermination? non, je pense pas, parce que par contre, je veux pas non plus. J'ai conscience que le but, c'est pas non plus de se mettre en danger, de prendre de risques pour sa santé. Donc, si vraiment je sentais que je prenais des risques, je pousserais pas la machine au bout du bout. Bien sûr que non. Après, c'est toujours compliqué en ultra et sur ces courses-là de trouver justement cette limite. On est toujours en train de la chercher, cette limite où on se dit on pousse le corps, et au moment où on se dit attention, là il y a danger, c'est vraiment pas évident de trouver cette limite. Mais je pense que jusqu'à maintenant je l'ai jamais dépassée. En tout cas, on en parlera après peut-être d'une course qui m'a justement fait comprendre que il y avait des limites, et il faut faire attention de pas les dépasser. Mais non, c'est toujours j'essaye en toute intelligence, hein, bien sûr. On n'est pas là pour risquer nos vies non plus. Pour boucler cette petite intro, je te propose juste de faire un exercice qui s'appelle la basket chinoise. Donc c'est la logique du portrait chinois, j'imagine
j'imagine que tu connais bien ça. On en a parlé très rapidement avant d'échanger là aujourd'hui. Tu m'as suggéré éventuellement de confronter toi ta propre perception à celle que peut avoir de toi ton entourage. Ça peut être intéressant de voir à quel point et s'il y a un décalage entre la façon dont toi tu te vois et puis ton entourage très proche. La première question de ce portrait chinois et de cette basket chinoise, c'est si tu étais un personnage de fiction, qui ça serait et pourquoi? Écoute, moi je pense à Gaston Lagaffe, simplement parce que je suis un peu maladroite, malchanceuse dans pas forcément il m'arrive toujours des Des petites poisses en galères, fait. pas méchante. Ouais, des petites galères mais qui La terminent guigne. toujours bien en fait. Ouais, et mes copains m'appellent, mes amis m'appellent beaucoup Gaston. D'ailleurs, ils m'avaient offert un t-shirt de Gaston. Enfin voilà, c'est resté Gaston parce que voilà, à la maison, je casse des verres, des assiettes. Voilà, il m'arrive que je renverse des choses. Un côté un peu maladroite parce que je pense tout simplement, je manque un peu de patience et je fais les choses un petit peu vite. Je suis un peu mon côté speed. Donc voilà, moi j'aurais dit Gaston Lagaffe. Et ça se ressent aussi Et dans le trail ou c'est plutôt dans la sphère privée et voilà de l'inattention et de la maladresse au quotidien? non, écoute, ça se répercute aussi dans le sport, hein, parce qu'en course à pied, je tombe très souvent. Très, très, très souvent. Il est très rare que je fasse une course de trail sans tomber. Donc, j'ai plus de genoux. Hein. Tu verrais mes genoux, c'est compliqué de me mettre en jupe. C'est un cas qu'on présente dans les écoles de Ouais, médecine, c'est ça? Regardez ces ouais, petits ouais, genoux, c'est on ça. n'a pas vu ça depuis 1906. C'est un petit peu ça. Après, voilà, c'est toujours. Enfin, j'ai eu quelques chutes graves, mais globalement, voilà, je m'en suis toujours bien sortie. J'ai chuté à vélo. C'est aussi ce que je redoute beaucoup parce que je fais du vélo et c'est vrai qu'une chute à vélo, ça peut être très grave. Je me suis arraché la fesse, mais c'était pas si grave que ça. Mais voilà, tu vois, c'est des petites. On appelle ça des petites gastonnades qui D'accord. se terminent bien, mais qui pimentent la vie. Voilà, on va Donc dire là, ça ton pimente entourage la est vie. pleinement d'accord sur cette idée-là de Gaston. Oui, ils sont tous à peu près d'accord. Ouais. Et si tu étais un animal? Un animal, bah, j'aurais dit le taureau. Le taureau, bah, c'est mon signe astrologique déjà. Et puis, parce que voilà, je suis un peu de nature à un peu foncer tête baissée, certaine impulsivité dans ma manière de fonctionner. Je me retrouve assez bien dans mon signe astrologique en fait. Je sais pas, à la base, je crois pas forcément à tout ça, mais c'est vrai que quand je me penche sur ce qu'il dit sur les signes, je me retrouve pas mal dans ce signe. Donc voilà, j'aurais dit taureau. Tu as Voilà. une capacité d'écoute et de prise en compte des choses qu'on peut te dire pour éventuellement faire évoluer un point de vue que toi t'aurais ou des convictions ou faut y prendre à plusieurs fois pour arriver à te faire entendre raison ou en tout cas des arguments contraires à ce que toi t'as en tête? Non, j'ai plutôt tendance à. Alors, j'ai un côté un peu têtu, mais que je travaille. Que je travaille. C'est vrai qu'avec l'expérience et avec la maturité, on change et il y a des erreurs qu'on ne fait plus après. Et c'est vrai que avec l'expérience, j'ai appris à écouter les autres et à prendre en compte les points de vue et à essayer de me remettre en question. C'est pas toujours évident, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Donc, à justement écouter les points de vue des autres pour remettre en cause le mien. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à le faire alors qu'avant, j'avais du mal à le faire. Ouais. Mais comme quoi, hein, tout le monde change. On progresse tous jour après jour, on essaie. Ouais, tout à fait. Parfait. Et enfin, un film? Alors, je suis au niveau des films, j'aime tout type de films. C'est vrai que j'aime bien varier, comme la musique d'ailleurs. C'est vrai que j'aime rigoler, donc j'aime les films drôles. Et tu vois, je pense aux Bronzés et les Bronzés font du ski aussi, parce que Pas c'est un le film 3 qui m'a par fait contre. beaucoup Les Bronzés moins de 3 trois parce que n'existent pas. ouais. Moins, après, je trouve que, tu vois, les 1, 2, 3 au bout d'un moment, ça fait un peu rabâcher. Et souvent, c'est le premier. Hein, quand il y a Ouais. des séries comme ça, c'est souvent le premier qui est le plus mythique et celui qui fait le plus rire. Et voilà, j'aime bien les films aussi pour rigoler, pour se détendre. J'aime bien aussi l'action. Hein, j'aime bien quand t'es aussi un peu dans le suspense et tout. Mais de temps en temps, des choses un peu décalées où tu rigoles quand tu regardes le film avec d'autres personnes, je trouve ça sympa. Donc voilà, je pense à ce film-là parce qu'il m'avait bien fait rigoler. D'accord, parfait. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on en sait un peu plus et puis on a peut-être eu un peu un regard différent aussi sur toi et ton parcours avec ces questions. On va parler maintenant de ta Avec course plaisir. épique. Pour ça, on va remonter un peu le temps jusqu'au printemps 2015 pour cette aventure assez mémorable que tu vas partager avec nous. Donc, direction le Chili pour cet épisode avec en ligne de mire la Patagonie, une destination qui est quand même assez fascinante. Elle évoque plein de choses, des grands espaces, de la diversité, la beauté de la nature, plein d'animaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses très positives qui évoquent la Patagonie. On va commencer par un petit instant cours de géo sur la Patagonie. Je suis sûr que tu savais tout ça, bien sûr, mais voilà, elle est délimitée au nord par le Rio Colorado et au sud par le Cap Horn. Et la plus grande partie de la Patagonie appartient à l'Argentine et le reste au Chili.
Voilà, on sait à peu près tout sur la Patagonie, en tout cas en termes géographiques. Mais j'ai quand même une petite question piège pour toi, avant que tu nous racontes ton aventure. Est-ce que tu as une idée approximative du nombre d'habitants qu'il peut y avoir au kilomètre carré en Patagonie? Pas facile. Alors, en toute honnêteté, j'en ai aucune idée, mais j'ai Google devant moi. J'ai Le un meilleur ami. ordinateur, donc je peux chercher rapidement. Non, je vais pas te mentir, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, pour y être allé, c'est vrai que c'est assez désert, hein. Donc, j'ai vérifié 5,4 habitants au kilomètre carré. Eh ben, écoute, ta source, elle est Exactement. encore plus optimiste que la tienne. La mienne disait un habitant au kilomètre carré. Tu vois, c'était le Ah oui? routard qui racontait ça. En tout cas, si on veut mettre de D'accord. la musique et faire une fête chez soi, je pense qu'on n'est pas prêt d'être dérangé par ses voisins, en tout cas. Je pense qu'ils viendront pas se plaindre. Ouais, C'est l'avantage. ça c'est sûr. Bon, en tout cas, je pense que ça plante un peu le décor et l'imaginaire de la Patagonie qu'on a tous en tête. Donc, c'est dans ce contexte, a priori rêvé, que tu t'apprêtes à vivre la première édition de l'Ultra Fjord. Et c'est Mm, 70 kilomètres et 3200 mètres de D+, si je dis pas de bêtises. Donc, une course qui est exactement. tout à fait à ta mesure. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a décidé à participer à cette course? Oui, alors donc je suis partie pour cette aventure avec toute une équipe ASICS, notamment Laurent et Katia Ardito qui étaient les managers du team à l'époque et en fait qui sont des anciens raiders donc de haut niveau, hein. Ils étaient en équipe de France, ils ont participé à des coupes du monde, ils avaient vraiment un gros niveau et ils ont fait notamment des raids en Patagonie. Ils nous ont beaucoup raconté leurs péripéties là-bas et c'est vrai que voilà, on voyait que c'était une aventure hors norme, mais ça faisait vraiment envie. Et puis on avait l'envie avec Xavier Thévenard qui est parti aussi avec moi et avec l'équipe ASICS et notamment la marque aussi ASICS de faire voilà une opération de communication autour d'une course qui serait exotique, qui permettrait aux gens aussi de découvrir un autre univers, qui ferait un peu voyager, voilà, découvrir d'autres horizons. Et forcément, on pensait à la Patagonie parce que Laurent et Cathy, qui géraient le team à l'époque, connaissaient très bien l'organisateur de cette course. Puisque ils ont fait à l'époque ils ont fait des raids ensemble. L'organisateur de l'Ultra Fjord en fait est un ancien raider de haut niveau également. Donc c'est lui qui a lancé effectivement l'événement là-bas et de fil en aiguille avec les contacts de cette personne, on a réussi à avoir l'invitation pour les dossards et à monter l'opération avec ASICS et donc il a été convenu que Xavier parte avec moi. Donc l'idée c'était voilà de se laisser un peu guider par les choix de Laurent et Cathy qui avaient vécu des aventures incroyables là-bas. Et nous, ça nous faisait vraiment très envie et aussi le fait d'avoir l'organisateur qui a pu aussi nous aider pour y aller. C'est une destination que toi, tu envisageais déjà, peut-être même à titre personnel, ou qui était un espèce de rêve particulièrement, ou c'était une destination parmi d'autres possibles? Alors franchement, pas du tout. Pas du tout. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. J'ai eu la chance à travers ce sport et grâce à mon travail de pas mal bouger. Ben, c'est vrai qu'on se rend compte que plus on voyage et plus on a envie de voyager, on découvrir le monde, même si c'est vrai qu'on peut avoir des très beaux paysages à côté de la maison. Mais c'est vrai que bon, quand on le fait une fois, on se dit ah, c'était quand même bien et on a envie de revivre le truc. Donc c'est vrai que j'avais très envie de faire une course à l'étranger et partir loin comme ça faisait envie. Mais non, la Patagonie n'était pas forcément dans mes destinations entre guillemets de rêve. Après, quand Laurent et Cathy m'ont présenté le projet, bien sûr, j'avais des étoiles dans les yeux et j'étais jamais allée dans cette partie du monde. Donc, découvrir des endroits que tu connais pas, Difficile de résister, surtout dans Ouais, ces conditions. voilà. Tu avais mis en place une prépa spécifique pour cette Ultra Fjord? Oui, bien sûr, je m'étais préparée comme pour une course de 70 kilomètres et de 3002 de dénivelé positif. Donc, c'est pas un ultra en soi, donc c'est un peu moins d'investissement quand même au niveau de la préparation. Mais oui, j'avais suivi une préparation spécifique. En plus, j'étais sélectionnée cette année-là pour les championnats du monde qui se déroulaient à Annecy Un mois et demi en après, mai. ouais, c'est ça? Un mois et demi après, c'est ça. Donc j'ai quand même hésité dans le sens où je m'étais dit est-ce que ça va pas me desservir pour les championnats du monde? Est-ce qu'à l'inverse ça va pouvoir m'apporter? Bon, j'avais pris la deuxième option, ça va m'apporter, ça va me faire une dernière grosse course avant les championnats du monde. C'était un peu sans savoir ce qui allait m'arriver. Donc en fait ma préparation principale était axée sur les championnats du monde à l'époque, plus que sur cette course qui était pour moi une course bonus et plus une course de préparation, quoi, et un peu de découverte. Et donc, si j'ai bien compris, le voyage pour arriver à destination, ça a déjà été en soi une sacrée aventure?
Oui, bah, la Patagonie, c'est pas la porte à côté. Donc, effectivement, ça a été un long voyage entre les trains, les multiples avions, ensuite les bus et puis les voitures de loc. Ouais, on a pas mal dormi dans les transports. On est arrivé très fatigué à destination, mais franchement, quand tu arrives là-bas, il suffit d'ouvrir les yeux pour te dire que ça vaut la peine. Donc là, vous passez 3-4 jours sur place et puis à quelques heures du départ, vous commencez à vous plonger un peu plus spécifiquement sur les détails du parcours. Et là, des choses qui commencent à t'alerter peut-être sur la difficulté de ce qui vous attend. Tout à fait, voilà. On a atterri à Punta Arenas. On est allé jusqu'à Puerto Natales où on est resté quelques jours avec toute l'équipe. Puerto Natales, c'est à peu près 3 heures de route de Punta Arenas, mais ma mémoire est bonne. Déjà, c'est un endroit incroyable. On a commencé à reprendre un petit peu les footings pour se dégourdir les jambes là-bas. On était comme des enfants à découvrir les paysages. Et puis ensuite, on s'est rapproché de l'endroit du départ qui est en fait autour du parc national de Torres del Paine. Et en fait, là-bas, c'est un endroit juste... Déjà, on trouvait que Puerto Natales, c'était incroyable. Mais alors, Hôtel del Paine, c'est encore autre chose. Tu verras sur les quelques photos que j'ai pu publier dans mon récit. Mais c'était vraiment déconnecté du monde. Tu es dans un endroit un peu comme dans les films, comme dans les documentaires. Et effectivement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre à ce moment-là. Mais on était plutôt dans une positive attitude où tu te dis, je vais partir pour une grande balade. Ça va être la découverte, on va évoluer dans cette nature aussi belle, ça va être chouette quoi. On a rencontré l'organisateur, les autres concurrents et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on rentrait dans la préparation de la course, on se rendait compte que ça allait peut-être pas être si simple que ça parce que il y avait des petits signaux qui nous montraient que les choses seraient peut-être compliquées, notamment le matériel obligatoire avec sur soi une trousse de secours avec tout d'obligatoire pour se soigner seul si jamais il nous arrivait quelque chose. C'est la première fois Alors, on te fournissait autant de recommandations et de matériel pour un trail? ah oui, oui, oui. Alors, il y a toujours, sur les ultras, de toute façon, il y a toujours beaucoup de matériel obligatoire. On le voit à l'UTMB. D'ailleurs, à l'UTMB, il y a aussi quand même des bandes pour éventuellement se strapper, des choses comme ça. Mais là, c'était encore un stade au-dessus. Donc oui, c'est la première fois. Puis surtout que tu pars pour 70 km. Donc, c'est pas non plus un 170 km. Ça paraissait un peu excessif, en fait, par rapport à ce dont on s'attendait vivre. Donc, bon. Je dis, bon, c'est pas plus mal. En même temps, ils prennent des précautions. On sait jamais ce qui peut arriver. On n'est jamais trop prudent. On n'est jamais trop prudent, c'est ça. Sur le coup, bon, tu essaies plutôt de voir ça comme du positif. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'arrivait le moment du départ, il y avait une certaine tension, en fait, qui s'était installée. En plus, cours de circonstances un peu bizarres, le temps était passé au mauvais. Et le matin, à 5 heures du matin, quand on s'est levé et quand le jour s'est levé, il y avait une brume, un brouillard. C'était étrange, quoi. Un peu anxiogène, ouais. Un peu anxiogène, ouais, c'est ça. Et sur la ligne de départ, donc toi, ça te pénètre un peu tout ce climat un tout petit peu oppressant ou en tout cas, peut-être pas hostile, mais pas aussi favorable que ce que tu imaginais. Est-ce que tu es imperméable à ça ou est-ce que tu commences à t'inquiéter ou de manière générale, sur une ligne de départ, tu es relâchée et tu es confiante sur voilà, ce qui va se passer et ta foi en ton destin? Ouais, de manière générale, je suis pas de nature stressée et je pars toujours en me disant que c'est du bonus et que je suis préparée, qu'à partir du moment que tu es préparée, ça va bien se passer et puis ça va être du plaisir. Certes, il va y avoir un petit peu de souffrance et peut-être des moments difficiles, mais voilà, je pars toujours dans l'idée de me régaler et de faire une grande balade et voilà, j'essaie de relativiser les choses. Mais là, c'était vraiment particulier, même si j'étais quand même partie en tête de prendre du plaisir, il y avait quand même une certaine anxiété due à l'inconnu déjà, puisque tu es dans un territoire étranger. Le fait que ce soit aussi au niveau de la végétation très hostile, très rude, tu vois, ça, je pense que ça rajoute un peu du côté sombre à la chose. Et puis, il y avait peu de participants au départ quand même. C'était une course qui était assez limitée. Et puis après, il faut quand même pouvoir y aller en Patagonie. Donc, je pense que c'est un certain coût. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de participants. Et en plus, les coureurs du 100 miles étaient partis la veille. Et on a vu quelques informations et elles n'étaient pas très bonnes en fait. Il y a eu des coureurs qui n'allaient pas bien. On avait vu quelques images. Bon,
on s'était dit, oulala, le parcours a l'air vraiment difficile. Donc voilà, il y avait une petite tension. On attendait tous dans un hôtel au chaud avant le départ et on sentait qu'entre les coureurs, même entre les coureurs, voilà, il y avait une ambiance vraiment particulière. Peut-être que le fait que ce soit une première et qu'il y ait pas d'historique ou de gens qui avaient pu la Ouais. raconter avant, il y a une part d'inconnu supplémentaire. Xavier, il était sur Et quelle distance? la même distance que moi. Il a fait D'accord. aussi le 70. Ouais, c'est vrai que ça peut être effrayant, mais tu sais, quand c'est une première fois, souvent, tu es un peu à l'inverse, dans une certaine naïveté, qui fait que normalement, tu as un peu moins peur parce que justement, tu sais pas à quoi t'attendre. Et tu vois, moi, je me dis, si je refais l'UTMB un jour, peut-être que je le vivrais avec un peu plus d'appréhension parce que justement, à l'inverse, Tu je sais ce qui va se passer, sais oui. la souffrance que c'est, voilà, tu vois, je sais exactement les moments que j'ai vécus. Et alors, quand c'est la première fois, c'est un peu la naïveté la première fois, quoi. Tu te lances, tu te dis, bah, on verra, quoi. C'est comme le deuxième saut en parachute apparemment. Moi, j'ai jamais sauté, mais il paraît que le deuxième est pire que le premier, puisque justement, tu sais un peu ce qui t'attend et la première fois, tu vas un peu Ouais, voilà, en mode YOLO et sans trop ça savoir. m'étonne pas. Et toi, on comprend que cette course, c'est pas le pic de ta saison et ton objectif principal, mais que sur le départ, tu cherches la victoire, tu as ça en tête ou c'est vraiment pas le sujet? Non, 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 c'est pas le sujet à ce moment-là. Déjà, je ne connaissais pas vraiment les concurrentes. Il y avait beaucoup d'étrangères. Je connaissais une Espagnole, Manuela, qui est costaud, hein, qui a fait vraiment qu'un beau palmarès sur des grandes courses. C'était la seule féminine que je connaissais vraiment. Bien sûr, étant invitée et aidée par ASICS pour venir, c'était important pour moi d'être la plus performante possible et d'essayer de tirer mon épingle du jeu dans le classement, bien entendu. Mais c'était pas l'objectif premier. Et puis, tu sais, tu prends toujours le départ en te disant je vais faire du mieux possible. Mais mon objectif, c'était les championnats du monde au mois de mai. Et je voulais pas que cette course me desserve pour le mois de mai. Donc, je m'étais dit de toute façon, le but, c'est pas de te mettre à l'envers, c'est pas de prendre des risques pour le mois de mai, c'est vraiment de faire une course pleine, de prendre du plaisir, de faire quand même le mieux possible, mais intelligemment pour au mois de mai arriver quand même avec toutes tes capacités. Parce que pour moi, c'est quand même l'objectif de la saison, c'était les championnats du monde. Et donc là, le départ est donné et les premières difficultés arrivent relativement vite, notamment avec une dimension aquatique importante, des premières rivières à franchir, voilà, la nature qui commence déjà à proposer pas mal de challenges. Tout à fait. La première surprise du parcours aux alentours du kilomètre 2, en fait, on avait une rivière à traverser. Au départ, bon, elle paraissait pas très compliquée à traverser. Puis en fait, tu mets un pied, tu te rends compte qu'elle est vraiment froide. Et puis, tout le monde hésitait un peu, tout le monde se regardait. Vous êtes sûr, c'est vraiment par là? Oui, ouais, allez-y, c'est par là. Il y avait encore à ce moment-là, quelques spectateurs. Après, il y avait vraiment plus personne, mais là, on n'était que vraiment qu'au début du parcours. Il y avait quelques photographes aussi. Donc, l'eau, en fait, était hyper profonde, quoi. On avait l'eau quasiment jusque sous les bras. Et elle était vraiment froide. Et dehors, la température n'était pas très chaude non plus. Ah, ce Donc, que j'allais c'est dire, vrai c'est l'hiver, non, que c'est ça, à cette période? ouais, ouais, alors je crois qu'il faisait dans les 9, 8 degrés, tu vois. C'est pas D'accord. non plus super froid. Mais bon, tu démarres la course déjà 8 heures du mat, trempé. Déjà, t'as froid. Tu te dis, oulala, ça commence pas très bien. Parce qu'après, tu sèches pas, hein, une Ouais. fois que t'es trempé comme ça. Donc voilà, première difficulté, direct dans le bain. C'est le cas de le Bon, dire, ouais. c'était pas ce qu'on trouve habituellement, en fait. Et donc tu fais, je crois que le premier point de ravitaillement est au kilomètre 16, si j'ai bien suivi le parcours. C'est ça. Et là, tu te retrouves, je crois, commences à te retrouver un peu seul, ça commence à se clairsemer un petit peu autour de toi et Ouais. la pluie commence à s'en mêler. Alors oui, il faisait dès le départ, de toute façon, il faisait pas très beau et les prévisions étaient pas très optimistes. Donc on s'était attendu à prendre le mauvais temps. J'avais prévu une veste que j'ai finalement mise très rapidement, mais ça m'a empêché d'être quand même trempée. Mais c'est vrai que bon, déjà on était très peu nombreux au départ et puis les écarts se sont très vite creusés. J'ai fait un petit bout de chemin avec des garçons. On essayait au maximum de rester groupés, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, chacun prend son rythme, hein. Sur 70 km, tu peux pas non plus attendre les autres. Donc rapidement, je me suis retrouvée seule et rapidement dans des difficultés avec un terrain très très boueux, très très instable, un balisage pas très précis non plus. C'est vrai qu'il y avait des fois où je me demandais si j'étais sur le bon parcours, avec une visibilité réduite parce qu'il y avait aussi pas mal de brouillard. Et je me souviens à un moment être tombée dans un trou, être enfoncée jusque la taille à peu près. Et en fait, impossibilité de me sortir du trou. D'accord, ouais, c'était un gros trou jusqu'à la taille, oui.
Ah oui, c'était vraiment un gros trou. Et voilà, c'était que des petits trucs comme ça jusqu'au ravito où je me disais ça va pas être simple. Mais bon, c'était des difficultés qu'on voit nulle part, mais c'était pas non plus insurmontable. Donc c'est inconfortable, t'as froid, t'es vraiment dans un inconfort, mais tu te mets pas trop en danger encore. Mais voilà, il y avait quand même Ça pas laissait mal de choses. présager d'une suite peut-être Ouais. compliquée. Du coup, je prenais même pas de plaisir en fait. Déjà sur cette première partie, je suis arrivée au ravitaillement où j'ai retrouvé mon assistance. Je me suis dit, je m'attendais pas à prendre si peu de plaisir finalement. Et Ouais. donc ouais, c'est le seul point de passage, là, le kilomètre 29, c'est le seul moment où tu peux retrouver l'équipe qui est avec toi, c'est ça? Et C'est c'est ça. déjà très bénéfique, enfin, t'as déjà besoin de ce soutien et de les savoir là? Ouais, je ne pensais qu'à ça sur les derniers kilomètres avant d'arriver à ce kilomètre 29. Je ne pensais qu'à ça, besoin de me réchauffer, boire une soupe, le réconfort de voir des gens que tu connais. C'est vrai qu'on voit sur des ultras, sur les courses longues, avoir du monde au ravito, c'est indispensable. Hein. C'est pas la même course quand t'as personne et quand t'as du monde. Donc effectivement, j'étais vraiment focalisée là-dessus. Je pense que tu te retiens, quand t'es pas bien comme ça, tu te retiens à des tout petits détails qui peuvent t'apporter un tout petit plus de confort en fait. Et rien de me dire que j'allais avoir du monde, voilà, ça pourrait me redonner le sourire et un petit peu me permettre de positiver et puis avoir quelques mots qui aussi pourraient me rassurer parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Revoir Laurent et Cathy qui connaissent très bien le parcours. J'avais envie qu'ils me disent non mais là t'as fait le plus dur. Derrière, voilà, ça va dérouler, ça va bien se passer quoi. Et ils t'ont pas vraiment dit ça? Non, ils m'ont pas du tout dit ça. En fait, ils m'ont dit l'inverse. Ils m'ont dit c'est bien, maintenant c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant que ça va se compliquer. Donc honnêtement, à ce moment-là, il n'était pas question que j'abandonne, bien sûr. Tu viens pas en Patagonie et tu fais pas autant de route pour abandonner au kilomètre 29 si tu es encore sur tes deux jambes et si t'as pas de problème physique plus que ça. Mais je m'étais dit mais comment ça peut être plus dur en fait. C'était un peu l'inconnu, donc j'ai beaucoup pris mon temps sur ce ravitaillement en me disant tu sais pas dans quoi tu te lances après, prends le temps. Et donc tu repars le cœur un peu lourd en disant que tu les revois plus jusqu'à l'arrivée, j'imagine. Et C'est tu ça. repars avec un savant cocktail de branches, de ronces, j'imagine. C'était confronté à cette nature assez hostile C'est au ça. kilomètre suivant. Ouais. Je savais à peu près en visualisant le profil dans ma tête, je savais à peu près ce qui m'attendait. Je savais que je repartais pour une longue ascension rythmée de plusieurs étapes. En fait, l'environnement, la végétation évoluait au fur et à mesure de l'ascension en fait, et au fur et à mesure qu'on grimpait. Ça devenait de plus en plus désert, de plus en plus hostile, de plus en plus. On était on n'était pas très haut en altitude, mais tu avais l'impression d'être vraiment en haute montagne à 4000 mètres d'altitude. C'était impressionnant. Les pierriers, le vide, il y a des passages. Je me disais, mais si tu le dis là, c'est terminé, tu t'en sortiras pas. Et puis, ouais, une végétation très dense avec parfois l'obligation de se rouler par terre en fait pour passer entre les branches. Mais des missions commando, c'est-à-dire que tu es plus sur une course avec un sentier bien tracé où tu avances en suivant le balisage ou parfois tu es obligé quand même de marcher parce que la branche elle est un peu sur le parcours. Non, là c'était en fait c'est un endroit, tu t'arrêtes, tu cherches mais c'est par où que je passe et tu vois le balisage, tu vois au loin, tu vois le balisage, tu te dis OK, donc là je suis là, le balisage est là, mais par où je vais passer? En fait, c'est toi presque qui dois te frayer ton chemin et toujours en train de te demander si tu es vraiment sur le bon parcours. Et t'as pas de point de repère vraiment, tu vois personne devant toi, enfin, t'es en improvisation totale. Quand je suis repartie du ravitaillement au kilomètre 29, je suis repartie avec un gars du kilomètre 100, puisqu'on était sur deux, il y avait deux distances, un 100 km et un 70. En fait, ils étaient partis en même temps que nous. Et donc, je me suis dit, essaie de t'approcher et au moins, tu seras pas toute seule, sauf qu'il allait un peu trop vite pour moi. Et du coup, j'ai pas réussi à rester à son niveau. J'ai essayé de le garder en ligne de mire, mais en fait, c'est encore pire quand tu es plus concentré sur le parcours et que tu essaies de te raccrocher à quelqu'un qui finalement, que tu vas perdre très vite de vue. J'ai fait l'erreur d'essayer de suivre quelqu'un au lieu de suivre un balisage et ça, c'est vraiment pas la chose à faire. Et en fait, après, je me suis retrouvée seule. Il y avait des écarts. La féminine derrière moi était, je crois, à 2-3 heures. Donc, Ah oui, ok, ouais, à l'arrivée. À l'arrivée, d'accord. il y avait des écarts entre Moi, j'ai terminé deuxième. Avec la première, on avait peut-être... ouais, j'ai pas les chronos en tête, mais elle avait peut-être 2 heures d'avance sur moi. Et il y avait peut-être 2-3 heures entre moi et la troisième féminine. Donc, tu vois, Ouais, des énormes écarts. les
Des énormes écarts, ouais. Parce que là, t'es plus. En fait, on n'a plus du tout la même notion. L'évolution n'est pas du tout la même. T'es sur un rythme tellement lent parce qu'il y a plein d'endroits où tu peux pas du tout courir. T'as pas les capacités. Étant donné que tu cherches ton chemin, que tu dois des fois ramper, que tu dois constamment te baisser pour passer en dessous les branches, que tu glisses, c'est vraiment pas les mêmes repères en fait au niveau du temps. Ouais, ça amplifie les écarts d'autant. Ouais. Et donc là, se profile au loin la grosse difficulté de la course, la grosse parmi toutes les nombreuses qu'il peut y avoir, et une ascension assez technique sur un glacier, c'est ça? Ouais, en fait, à chaque fois dans cette ascension, tu te disais, c'est bon, j'arrive au sommet. T'arrives au sommet, tu levais la tête. Et non, il y avait encore, tu voyais encore les petits points. Je me rappelle, les petits points, c'était les gens qui étaient très loin devant moi, en fait. Et ça me paraissait très, très loin. Après, c'est toujours ça en ultra. C'est vrai, quand tu commences à lever la tête et regarder au-dessus de ta tête, ça peut être un peu démoralisant. Donc, faut pas trop le faire. Mais là, j'ai pas pu m'empêcher de le faire plusieurs fois. Et il y avait très peu de bénévoles sur le parcours. Hein. Tu pouvais évoluer des fois sur des portions de 2 heures, 2-3 heures, sans jamais voir personne. Et les quelques ravitaillements qu'il y avait, c'était des tentes 2 secondes au milieu de nulle part avec 2 chiens à l'intérieur qui te donnaient 3 cacahuètes. C'est vraiment minimaliste au niveau du ravitaillement. Et c'est vrai que ouais, là, cette difficulté, la fin de l'ascension s'est faite sur un glacier avec les pas glissants, avec le vent en pleine face devant nous, glacial. Vraiment, j'ai souvenir de plus sentir mon visage, en fait, tellement j'avais le froid aux joues, à la bouche, aux oreilles. Je sentais plus mes oreilles, j'ai l'impression qu'elles étaient tombées. J'avais les mains dans mes manches. Il y a une photo où c'est vrai qu'on voit bien, j'ai ma veste et les mains dans mes manches. Mes gants étaient trop trempés, ça me faisait encore plus froid, en fait, donc j'avais enlevé mes gants. Et dans ces moments-là, en fait, tu sais plus du tout comment te réchauffer. Tu souffles dans les mains, enfin, tu essayes un peu toutes les techniques, mais il n'y a pas grand-chose qui passe. Il faut juste avancer en se disant surtout jamais s'arrêter, parce que c'est le moment où tu t'arrêtes que tu prends des risques. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que je prenais énormément de risques. Que là, on n'était plus dans une course où tu es dans un dépassement en termes de performance, mais tu es plus dans une prise de risque, un danger pour ta vie, simplement, quoi. Donc, Et parce que là, s'il se passe quelque chose, en gros, personne peut venir à toi rapidement. Enfin, t'es non. inaccessible. Non, là, tu peux, si tu t'évanouis, si tu fais une hypothermie ou même une hypoglycémie, ce que je t'avais raconté quand on avait échangé avant, mais c'est que l'année d'après, il y a eu un décès. Il y a un coureur qui est décédé d'hypothermie et il a dû lui arriver, j'ai pas eu exactement les précisions de son décès, mais a priori, il a fait une hypothermie et personne n'a pu venir le chercher, puisqu'en fait, tu dois avoir un téléphone sur toi, mais il n'y a pas de réseau. Et sinon, on n'a pas de balise, en fait. Donc, t'es pas du tout suivi sur la course. Donc, ton assistance ne peut pas suivre ton évolution de la course. Alors, à l'époque, c'était comme ça. Hein. Peut-être que les choses ont évolué depuis, puisque moi, j'ai participé à la première édition et je pense ils ont dû renforcer la sécurité des coureurs et probablement aussi l'équipe de bénévoles, parce que c'est une course qui nécessite quand même un peu plus d'encadrement et de prise en charge. Mais voilà, à cette époque-là, on était seuls en pleine nature et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y avait dans le matériel obligatoire tout ce dont il nous fallait pour se soigner si jamais il nous arrivait quelque chose, quoi. Et donc toi, la chose dont tu souffles le plus à ce moment-là, c'est quoi? C'est le froid, la peur, la souffrance physique ou même la solitude, ou c'est un peu tout ça? Ouais, c'est tout. C'est vraiment tout. Une espèce de mal-être, d'angoisse, peur. Tu sais, la boule au ventre que tu dois pas avoir en course normalement, parce qu'on course parce qu'on est passionné, on course parce qu'on aime ça, on court parce que ça nous fait du bien, on court parce que être au grand air, c'est du bonheur. Et là, j'étais à l'inverse de tout ça, en fait. J'étais vraiment dans une angoisse, une peur, comme un cauchemar où je me disais quand est-ce que je vais me réveiller et surtout comment je vais arriver à bout de ce chantier. Et j'avais vraiment en tête une seule chose, j'essayais de visualiser l'arrivée et me retrouver avec l'équipe, me réchauffer et du coup tu passes un peu en mode automatique, en mode robot, un pas après l'autre. Et honnêtement, j'ai même pas profité du paysage. Pourtant, c'était incroyable, hein, parce qu'il y a pu visionner un petit peu les vidéos et les photos, mais Ouais, j'ai on vu. est dans un endroit où voilà, il y a que là-bas où tu peux voir ça. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment tellement mal que voilà, je pensais qu'il y a une chose, c'était arriver. Et la façon d'arriver, c'était d'avancer, jamais m'arrêter. Donc je suis tombée, mais des centaines de fois. Je Oui, la suis descente tombée, après le glacier était assez technique de ce que j'ai compris, hein, très glissante. T'as passé ton temps par ouais. terre.
C'est ça, très glissante parce qu'elle était enneigée, une neige bouillie, un peu haut en même temps. Et puis après, une fois qu'on était un peu plus descendu, on est passé de la neige à une sorte de végétation boueuse, comme des tourbes un peu, tu sais, la tourbière là. Mais ouais, tu avances vraiment tout doucement et du coup, l'évolution de la course ne se fait pas au rythme que tu aimerais et c'est frustrant. C'est frustrant et en plus, tu t'énerves et c'est encore, tu rentres vraiment dans une spirale négative où tout est contre toi en fait. Y a rien qui va, t'avances pas, t'as froid, t'as faim, tu vois personne. Et puis là, peut-être petit à petit, un de tes objectifs, un sous-objectif en tout cas, c'était d'arriver à t'extraire de cette course avant la tombée de la nuit. Et là, tu penses peut-être à te dire aussi que ça va être compliqué et que tu vas devoir faire une partie du parcours de nuit parce que ça te prend plus de temps que ce que tu imaginais. Exactement, il y avait ça, il y avait essayer d'avancer le plus possible pour faire le moins de parcours de nuit. Donc c'est vrai que j'avançais un peu tête baissée, en me disant tu sors la frontale au dernier moment. Puis en plus le moindre mouvement me donnait froid parce que quand t'as le froid sur toi, c'est vrai que t'es en général assez figé. Donc j'ai attendu vraiment qu'il fasse noir pour sortir ma frontale et j'avais vraiment rien pour moi parce que je me suis retrouvée avec deux frontales qui ne fonctionnaient pas. Autant dire que ça a rajouté encore plus de peur et d'angoisse dans ce cauchemar qui s'arrêtait pas. C'est la pile qui a pas tenu ou Je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors je pense que le froid, l'eau aussi, l'eau Ouais. glacée, pas forcément plus à mes frontales. Est-ce que j'ai pas assez vérifié avant de partir aussi? En fait, en toute honnêteté, je pensais pas avoir trop besoin de ma frontale. J'avais anticipé, enfin objectivé moins de temps que ce que j'ai fait. Donc sur mon plan de course, j'aurais pas eu besoin de beaucoup de ma frontale. Donc c'est vrai que c'était pas forcément un point. J'ai pas forcément insisté. Donc elle était peut-être pas assez chargée. Enfin, à ce moment-là, j'avoue que je me suis pas trop posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'étais plus dans le fait, le constat de dire, Résoudre bon, le bah, problème, ouais. ouais, voilà, elle marche pas, j'ai pas de lumière, je suis dans la nuit, qu'est-ce que je fais? Ton GPS t'avait lâché Euh, aussi un peu plus tôt. J'avais plus de montre, en fait, j'avais Ouais. plus rien, j'avais pas de téléphone. Donc, au départ, je me suis dit, si j'ai mon téléphone, avec la lumière de mon téléphone, peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose. Mais non, en fait, j'avais vraiment rien. Plus de lumière, plus de montre, plus de téléphone. J'étais seule au monde. Dans un environnement, je ne savais pas du tout où j'étais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crié, en fait, à ce moment-là. Je désemparée, en fait. Tu sais, ce moment où... Le dernier recours. Il te ouais, restait plus que ça à ce vraiment. moment-là, ouais. En fait, je me suis dit, si tu es sûre d'être sur le parcours, parce que j'étais même pas sûre d'être sur le parcours parce qu'il n'y avait plus de balisage, tu peux toujours choisir l'option d'attendre qu'un concurrent te rattrape et du coup tu avances avec la lumière du gars ou éventuellement la fille, sauf qu'il faisait vraiment trop froid et en fait le fait de s'arrêter c'était pas possible. Il fallait que j'avance vraiment pour me réchauffer et puis avancer, est-ce que je suis sur la bonne direction, est-ce que dans la nuit ça va être pire, en fait je vais aller à un endroit où plus personne ne va pouvoir me retrouver. Donc tu sais, dans ta tête tu fais tous les scénarios. Et en fait, la seule chose qui est sortie au bout d'un moment, c'est je me suis pas, je vais crier à l'aide, au secours, et peut-être avec un peu de chance, il va y avoir quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, je ne le savais pas parce que ma montre, j'étais complètement déconnectée on est dans une sorte de bulle déconnectée du temps et des lieux à ce moment-là. Et en fait, j'étais pas loin du ravitaillement d'après. Et ce qui fait que les Chiliens m'ont entendu et donc on fait écho à mon cri. Et ce La qui délivrance m'a pour permis... toi, j'imagine. Ouais, je peux pas imaginer. Ouais, c'était vraiment un réconfort en fait de savoir que j'étais pas toute seule ici et que j'allais passer à une étape d'après et que j'allais pouvoir alors c'était pas encore à la fin du cauchemar parce que je savais que j'étais pas arrivée, mais au moins de retrouver du monde et peut-être trouver une solution à ma frontale. Pour moi c'était incroyable et donc au son de la voix j'ai réussi à les rejoindre. Ça a pas été chose facile, hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis entre le point où j'étais pour les retrouver parce qu'il faisait nuit complet, donc je ne voyais rien, mais au fur et à mesure je voyais une petite lumière parce qu'ils avaient fait un feu. Donc c'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'à eux. Donc Tu on leur a es essayé de tombé dans gérer les bras. ça. Ouais, c'est ça en plus parce qu'ils ont compris que j'avais pas de lumière, donc ils ont un peu halluciné en me voyant arriver dans le noir. Et j'ai expliqué comme j'ai pu, puisqu'en plus il y avait la barrière de la langue. Ils ne parlaient pas anglais, moi je parlais pas non plus leur langue. Enfin tu vois, c'était vraiment pas facile, mais ils ont vu que j'étais vraiment désemparée. Et je pense qu'ils ont vu l'angoisse dans ma façon de parler et dans mes yeux. Et en fait ils ont compris que j'avais pas de frontale, donc ils m'ont prêté leur frontale. D'accord. Donc je leur ai promis que je leur rendrais le lendemain, je sais pas comment, mais je leur ai donné la mienne en échange.
la mienne qui ne fonctionnait pas, mais je m'étais dit, si je les retrouve pas, au moins, voilà, je prends la leur et je leur donne la mienne. Bon, j'ai perdu au change dans l'histoire, parce que la mienne était perfectionnée. D'ailleurs, ils l'ont gardée. Au final, on s'est pas retrouvés à l'arrivée. Mais Et t'étais bien donc, contente de trouver quand même cette frontale. ouais. Et je m'étais dit, en fait, au départ, que si j'avais pas de frontal, je resterais avec eux. Mais même ça, c'est une option que tu peux pas vraiment envisager, puisqu'ils te laissent pas rester avec eux. Je sais pas comment ça se serait passé si j'avais pas eu de frontal, parce que entre le fait qu'il fasse très froid, que Là, ça il te s'est reste pas quoi, à passé peu comme près une ça. dizaine de kilomètres avant d'arriver? Il restait, 13-14 kilomètres à peu près, à ce moment-là, parce que c'était le 53, il me semble. D'accord. Ouais, non, 17 donc, parce qu'il me semble que j'ai pas le profil sous les yeux ni trop en tête, mais de mémoire, il restait pas énorme non plus. Mais j'avais bien compris et réalisé qu'en fait, 10 kilomètres comme tu fais dans les Alpes et quand tu t'as bien ligne droite à l'UTMB, c'est pas du tout les 10 kilomètres que tu vas trouver là-bas en Patagonie en fait. Donc je savais très bien que ça pouvait être encore 3-4 heures de course. Donc, j'étais pas forcément dans ce positivisme en me disant il me reste plus que 13 kilomètres, parce que je savais que dans tous les cas, c'était pas encore gagné et que j'étais pas encore arrivée, quoi. Donc tu trouves quand même le courage de te lancer pour mettre un pied devant l'autre et aller jusqu'au bout. Donc, c'est ça, Il se ouais. passe comment ces 17 derniers? Tu as les mêmes préoccupations, inquiétudes de savoir si tu es sur la bonne route? Je pense que c'est ça, tu t'es un peu écarté du chemin à un moment, si j'ai bien suivi ton récit. Oui, alors sur le moment, il y a un soulagement quand même qui t'enlève un poids. Je me sentais un peu plus détendue puisque j'avais de la lumière quand même. J'avais retrouvé les balisages, je savais que j'étais sur la bonne route. Donc voilà, tu souffles un bon coup, tu te dis bon, ça va bien se passer, je prends mon temps. Et en fait, j'étais complètement déconnectée du classement et de la partie performance. Là, pour le coup, j'étais vraiment avec un objectif en tête terminé et peu importe à quel classement. Et physiquement, à ce moment-là, tu es bien, t'as pas de signe physique de fatigue spécifique. C'est plus une pression psychologique et le flow dans lequel Exactement, mais tu es. sauf que cette pression te fatigue, hein, c'est usant en fait. Hein. Bien sûr. C'est vraiment usant d'être toujours dans cette situation d'inquiétude, d'incertitude et d'angoisse. Donc quelque part, à ce moment-là, je m'en rends pas compte, mais en fait, j'avais des douleurs au niveau des chevilles. En fait, je m'étais tordue de nombreuses fois la cheville, mais à ce moment-là, tellement un peu en mode survie que ces petites douleurs, elles passent après tout le reste, quoi. Mais finalement, j'étais pas si mal parce que j'arrivais à avancer, j'étais pas en hypo non plus. Je m'étais dit, bon, tu vas réussir à terminer. Mais c'est vrai que les chemins étaient tellement très mal balisés que, en plus, avec la frontale qui éclairait pas très bien parce qu'il m'avait donné une frontale mais qui marchait pas terrible, j'avais du mal à voir les balisages. Tu sais, comme c'est quand tu vois pas bien avec ta frontale, tu fais haut et bas avec la tête pour essayer de trouver les balisages phosphorescents parce qu'en plus, ils les mettaient en hauteur dans les arbres, des petites brindilles qui faisaient de la lumière en fait avec la frontale qui C'est un réverbérait complot, certains. il faisait tout pour compliquer la tâche. Ben, alors après, c'était volontaire, hein. C'est pas vraiment un trail, hein. C'est un raid qu'ils ont fait et c'est volontairement très difficile, très exigeant parce que l'organisateur a voulu faire de cette course quelque chose de hors norme finalement, pour faire vivre aux coureurs une expérience différente. Mais c'est vrai que quand tu te lances là-dedans sans savoir exactement ce qui t'attend, tu peux vivre les choses très mal, comme je l'ai vécu. Après, c'est vrai que si j'avais pris le départ préparé et en sachant ce qui m'attendait, peut-être que, ne serait-ce qu'au niveau équipement, tu vois, je serais partie peut-être un petit peu mieux préparée. Et puis après, c'est aussi, on parlait de l'importance du mental, c'est que quand tu sais, ton cerveau est préparé à ce que tu vas trouver, je pense que tout est différent. Donc la fin de course, ouais, a été en fait, j'avançais sans trop savoir si j'étais sur le bon chemin. À un moment donné, je voyais plus de balisage et en fait, j'ai commencé à avoir des hallucinations. Je voyais des gens parce que je pense que je voulais tellement voir des gens que je commençais à les imaginer. Donc je suis passée un peu par tous les états jusqu'à finalement me retrouver face à une vraie personne qui était un coureur mais qui avançait dans le sens inverse. D'accord, donc lui ou toi, il y en a un des deux qui n'était pas dans le bon sens. Voilà, il y a bon, bien sûr, je me suis doutée que ça devait être moi qui n'étais pas dans le C'était bon forcément sens. Gaston Lagaffe, évidemment. Forcément, voilà, de toute façon, c'était pas mon jour. Et j'ai essayé d'engager une discussion, mais je suis tombée face à un coureur qui était, je pense, là pour le coup, dans la compète, dans la performance, et qui comprenait vraiment rien à ce que je lui disais, qui n'était pas du tout dans la collaboration. Donc, malheureusement pour moi, il m'a pas trop aidé. Et quand il a vu qu'on n'arrivait pas à se comprendre, ça l'a un peu agacé, donc il est parti. Sympa. Du coup, je me suis dit, bon, bah, mais c'est peut-être le 100 miles, en fait, le 100 miles qui finalement
maman est partie la veille et peut-être que c'est pas la même course, donc je vais pas repartir dans l'autre sens parce que je me suis imaginé retourner là-bas. Pour moi, c'était inconcevable que je refasse encore plus de route. Donc si je fais continuer dans ce sens-là, c'est pas possible, je me suis pas trompée. Et puis quelques minutes plus loin, alors je sais pas évaluer le temps, j'avais pas de montre et honnêtement, j'étais vraiment déconnectée du temps. Je suis encore retombée sur des coureuses et là, pour le coup, on a réussi à se comprendre. Elles m'ont vraiment expliqué que j'étais pas dans la bonne direction. Ça faisait donc un petit moment que je courais dans la mauvaise direction en fait. Je sais pas ce qui s'était passé. J'avais en cherchant mon chemin, j'avais dû faire un 360 degrés et du coup j'étais partie dans la mauvaise direction. Ce qui fait que elles m'ont sauvée quelque part parce que ma frontale marchait plus du tout. Du coup, je me suis vraiment collée à elles derrière et j'ai fait en sorte de pas les lâcher. C'était les premières concurrentes, première et deuxième du 100 km en fait, D'accord. avec qui j'ai terminé. Okay. Des Américaines, me semble-t-il, qui allaient un peu vite pour moi. Donc, c'est vrai que j'avais vraiment peur de les lâcher. Je m'étais dit, c'est ma seule chance, c'est vraiment de me coller à elles. Et voilà, ça s'est terminé avec un peu moins d'anxiété parce que le fait de pas être seule, je pense qu'il y a ça aussi qui a beaucoup joué dans les humeurs et dans cette façon dont tu vois la course. Dans un environnement comme celui-ci, être seule, c'est dur, quoi. Tu te raccroches à rien du tout, en fait. Tu es toujours dans l'angoisse qu'il t'arrive quelque chose. Donc, rien que de retrouver du monde, tu es quand même dans un autre état d'esprit. Et donc là, tu franchis la ligne d'arrivée. La première chose que tu as envie de faire à ce moment-là et que tu fais, c'est quoi? Pleurer. D'accord, tu J'ai t'écroules, pleuré. tu lâches toute la pression. Ouais. Complètement, ouais. Je me suis jetée dans les bras de Cathy. Pour être honnête, ils étaient ils avaient très peur pour moi. Ils étaient très inquiets de pas me voir arriver. Toute l'équipe d'assistance, Laurent et Cathy, ont vraiment regretté de m'avoir emmenée ici parce qu'ils avaient peur qu'il m'arrive quelque chose. En fait, ils connaissaient l'environnement, donc ils savaient que ce serait compliqué pour moi. Moi, à la base, je suis pas une aventurière. 2015, j'avais fait que la CCC comme course de montagne. Moi, j'étais plutôt une coureuse type Saint-Élion et Côte-Rail de Paris, tu vois, que tout l'environnement montagne c'est était radical pas comme vraiment changement, ouais. complètement. C'est une expérience qui était pour moi inconnue, donc c'est vrai que sur le coup, ils se sont dit, mais on a peut-être fait une erreur, quoi. On a fait une erreur, on l'a emmené là, et si ça se trouve, il lui est arrivé quelque chose. Donc ils étaient très très inquiets, ça faisait déjà des heures qu'ils m'attendaient. Et ils n'avaient pas de nouvelles du tout. Donc, pour eux, ça a été un énorme soulagement de me voir arriver. Et ils étaient autant heureux que moi. Et c'est vrai qu'on a tous pleuré. Je me suis jetée dans les bras de Cathy. Et en fait, j'ai tout relâché. Alors, c'était pas des pleurs de déception. C'était pas des pleurs de tristesse. C'était des pleurs où, tu sais, t'as toute la pression qui sort, quoi. Du vraiment, soulagement. Soulagement, ouais. Vraiment du soulagement. Et ça y est, quoi, le cauchemar, c'est terminé. Ça y est, je suis en vie. Vraiment, c'était ça y est, je suis en vie, j'ai terminé, je l'ai fait. Je suis en sécurité. Et tu as eu la possibilité, l'opportunité de confronter ton ressenti, toi, de la course avec d'autres coureurs. Est-ce que tout le monde l'a vécu de la même façon que toi, avec la même intensité? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on était tous unanimes sur le côté incroyable de l'aventure, sur le fait que ce soit vraiment une expérience hors norme, un truc qu'on vit que ici. Et ça a été très dur pour tout le monde, vraiment. On en a parlé à l'arrivée. Après, on l'a tous vécu un petit peu différemment. Moi, c'est vrai que le fait de ne pas avoir eu de frontale, ça a rajouté beaucoup d'angoisse à l'évolution sur la fin du parcours. Xavier est quelqu'un qui aime beaucoup, en fait, en général, cet environnement, mais même lui, il pourra peut-être te le raconter, mais même lui, ça a été très compliqué pour lui. Tu vois, il me l'a dit, il y est retourné avec Benoît Girondel 2 ans après. D'accord. Et il a vécu les choses de la même manière et il me l'a redit qu'il n'y retournerait pas parce que voilà, il avait envie d'y retourner pour se reconfronter au parcours en l'ayant fait déjà une fois. Et il n'a pas eu envie il n'a pas réussi à te convaincre de replonger une deuxième fois. Ah non, moi c'était pas hors de question. Inconcevable, non, ouais. Inconcevable que j'y retourne. J'ai vraiment pris aucun plaisir et je me suis surtout rendu compte que j'avais franchi des limites que aujourd'hui je m'interdis de franchir. Je fais pas de la course à pied pour vivre ça. Alors il y a des gens qui aiment être vraiment prendre autant de risques. Ouais, sur le fil, mais je pense notamment aux gens qui font de l'alpinisme. Ils prennent des risques un petit peu dans ce style-là, mais non, moi, c'est pas Ils comme cherchent ça que je conçois finalement. Ouais, tout à fait. Moi, c'est pas comme ça que je conçois ma passion. Donc, j'aime bien le dépassement et j'aime bien aussi vibrer quand tu es dans des situations un petit peu inconfortables. Voilà, c'est ça, j'aime l'inconfort.
Mais quand tu dépasses l'inconfort pour aller dans vraiment le danger, la prise de risque, là, non, je cautionne pas. Et voilà, je tiens trop à la vie pour prendre autant de risques. Et puis surtout, voilà, mon but avant tout, c'est de me régaler. Et là, j'ai pas pris de plaisir du tout. Ça a été un révélateur finalement, enfin, ça a orienté peut-être même tes décisions après sur ta gestion, enfin, la façon d'appréhender tes courses d'après et ce que tu recherches dans ta pratique. Ça a été Alors, amplifié peut-être par cette ultra-fjord qui t'a fait remettre en perspective le pourquoi tu fais ça et ce que tu cherches. bah, c'est toujours pareil, des expériences comme ça où tu vis les choses difficilement, tu en retires toujours du positif finalement, puisque c'est une expérience. Et quand tout se termine bien, tu arrives à en tirer bénéfice. Donc, disons que ça m'a, je pense, renforcée. Parce que quand tu vis des choses comme ça, après, tu peux facilement aller en montagne et prendre une averse de grêle, comme ça m'est arrivé sur la TDS. Et tu sais que quand à la TDS, à un moment un peu dans le Beaufortin, là, j'ai pris la grêle. J'ai repensé à la Patagonie et je me suis dit, mais attends, après ce que tu as vécu en Patagonie, ça c'est rien. Ça c'est rien, tu as des coureurs devant, tu as des coureurs derrière, tu as l'équipement nécessaire, pas de panique. Donc, tu vois, c'est forcément des expériences qui te renforcent. Mais c'est ça, c'est si ça se termine bien. Donc, tu as toujours une part de risque au moment où tu es dans l'action. Mais bien sûr qu'après, tu t'en sers. Et ce que je me suis dit, c'est vraiment savoir dans quoi je me lance, quoi. C'est-à-dire, la montagne, elle est tellement imprévisible, la nature. Ça peut basculer. On le voit aussi sur des courses comme à l'UTMB. Hein, on peut prendre des grosses chaleurs et puis 2 heures plus tard prendre l'averse et passer du chaud au froid. Donc, il faut se préparer à tout ça et savoir que tu n'es jamais à l'abri, en fait. Donc, oui, t'en retires des leçons. Ça, c'est évident. Ok Sylvaine, merci pour cette aventure complètement étourdissante. Bah, écoute, non, Ça avec grand s'arrête plaisir. jamais. C'est du début à la fin. J'ai vraiment vibré avec cette histoire et je suis content qu'elle se soit si bien terminée. Ouais, c'est gentil. Si on parle juste plutôt de l'avenir, donc à court terme, je pense que tu avais la CCC en ligne de mire, mais il y a un peu d'incertitude sur le fait qu'elle ait lieu ou pas, à l'heure où on se parle en tout cas. Ouais, D'accord. c'est vrai qu'on ne sait pas encore exactement quelle sauce on va être mangé pour fin août. Donc, je suis inscrite, j'ai mon dossard, mais voilà, un point d'interrogation pour l'instant. Soyons optimistes. Et puis derrière, la Diagonale Ouais. des Fous, j'espère que tu pourras venir nous raconter cette aventure aussi et qu'elle aura bien lieu. Voilà, on souhaite tous, coureurs, là, que le calendrier reprenne ses droits, évidemment, si les conditions sanitaires le permettent. Mais voilà, c'est sûr que ça a été une année J'espère aussi, particulièrement bousculée. c'est Et sûr. on a hâte que tu reviennes à la normale dans la vie de manière générale et aussi dans les courses qu'on avait tous cochées à nos calendriers pour les prochains mois. C'est sûr. Juste avant de se quitter, pour finir, non pas avec le mot de la fin, mais le motto de la fin, c'est une devise, c'est ton étendard. Est-ce que toi, tu as une espèce de phrase qui te guide un peu dans ton quotidien et dans tous les moments clés de ta vie auxquels tu t'accroches? Oui, alors il y en a beaucoup, des petites maximes que j'aime beaucoup et dans lesquelles je me retrouve bien. Il y en a une à laquelle je pense maintenant, c'est n'attends pas que l'orage passe, mais apprends à danser sous la pluie. C'est vrai que j'aime beaucoup Je ne cette connaissais pas. expression. C'est vrai, Mmh. moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est apprends à vivre avec les difficultés et puis surtout à les tourner en positif. C'est un peu, ça reflète un petit peu ce que j'ai vécu en Patagonie, quoi. C'est vrai que j'étais sous l'orage à ce moment-là et je m'en suis sortie et aujourd'hui, j'essaye d'en retirer du positif. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. N'attends pas que l'orage passe, apprends à danser sous la pluie. Merci en tout cas, Sylvaine, d'avoir partagé avec nous cette expérience complètement dingue. C'était haletant de te suivre pas à pas dans cette traversée de la Patagonie absolument épique. Je suis vraiment Avec ravi qu'on ait plaisir, eu l'occasion de se parler. Merci de ta disponibilité. C'est vraiment gentil. J'imagine que avec tu es beaucoup plaisir. sollicité et puis beaucoup d'autres choses à faire. En tout Non, cas, mais c'était c'est avec un plaisir. plaisir. Et Plaisir partagé, ça m'a permis de me replonger aussi dans ce récit. Et après, j'espère, c'est toujours difficile de mettre des mots sur des émotions et d'essayer de retranscrire tout ça et de raconter. Hein. C'est vrai que c'est des choses qui se vivent et qui se racontent pas toujours. Mais voilà, j'ai essayé tu l'as très bien fait. En tout cas, on l'a de vécu raconter avec au sincérité. plus près de toi. Tant mieux, Merci tant mieux. beaucoup, Sylvaine. C'était un plaisir. Prends soin de toi. Bonne fin de confinement. On a hâte de se Merci, sortir de tout pareillement. ça et à Ouais. très bientôt, j'espère. Merci beaucoup à tous et Merci, puis à bientôt Sylvaine. alors. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à en parler autour de vous ou encore à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à bientôt pour notre prochain épisode.